te jure, ça me fait trop de la peine. Ça a été compliqué, vraiment très compliqué. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une... Mon bébé. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors pourquoi je dis vidéo et pas vlog? Parce qu'aujourd'hui ça sera un tout autre format. C'est une vidéo que je pensais pas vous préparer maintenant, pour être très honnête. Mais il faut que je me rende à l'évidence. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis maintenant 3 ans. Et encore plus maintenant parce qu'il y a eu pas mal d'événements ces derniers mois et en fait pour que je puisse m'excuser en fait de cette situation, de la régularité des vlogs, des vidéos, ou bien simplement de la qualité, ou bien voilà, pour que je sois tout à fait transparente et à l'aise dans ma production, eh bien il faut que je vous en parle. Donc ça concerne la santé de Tizere, voilà. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je vais reprendre du début, donc de ma grossesse, et je vais essayer d'alimenter en fait cette vidéo avec des photos, avec des vidéos que je mettrai certainement de ce côté-ci, et donc voilà. Je vais essayer d'être la plus claire dans mes explications. Je vais également vous apporter l'explication de ce qui s'est passé dimanche 3 décembre. Parce que en fait je vous ai un petit peu lâché des shorts, des courts extraits de vidéos sur YouTube où on nous voit Tizere et moi à l'hôpital. Donc voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, en tout cas cette vidéo portera là-dessus. J'espère que malgré ça, ça vous intéressera. Et puis j'attends de vous tout votre soutien, vos encouragements. Et bien sûr, je reprendrai les vlogs juste après. Mais voilà, en tout cas, ça me permettra d'être claire. Alors, petit point, Tizere est juste à côté de moi en train de faire de la peinture. Je risque d'être interrompue de temps en temps. Mais à mon avis, elle est occupée pour un petit moment. Ça commence environ au mois de mai 2019. J'apprends la merveilleuse nouvelle qui n'était pas attendue à ce moment de cette grossesse. Donc nous étions évidemment très ravis. Pourquoi pas à ce moment? Parce qu'en fait moi je suis aide-soignante et j'avais postulé peu de temps avant à l'école d'infirmière où malheureusement j'ai été refusée pour faute de place. Donc voilà, en fait ils ont des critères de priorité et les places sont très limitées, donc forcément quand il y a beaucoup de candidats, il y en a qui passent et il y en a qui passent pas. Et donc moi à ce moment j'apprends la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas été retenue. Et puis je crois un mois après, ça devait être au mois de mai, quelque chose comme ça, j'apprends que je suis enceinte de quelques jours, enfin je sais plus exactement, peut-être 2 semaines. En tout cas bon voilà, c'était une très très belle nouvelle à ce moment. Donc pour la faire courte, moi je fais des grossesses qui sont à risque pour ma santé en fait, parce que j'ai quelques petits soucis de santé. J'ai un suivi grossesse qui est très rigoureux, notamment sur le plan de ma santé mais également de ma grossesse. Je fais donc des bilans sanguins chaque mois, également pour le suivi grossesse, consultation gynécologique chaque mois et des échographies chaque mois. Donc c'était évidemment à mon plus grand bonheur, hein, pour le coup. Quelle maman enceinte ne rêve pas de voir son bébé chaque mois? Donc moi j'ai bien profité de ce moment. Fort heureusement, donc ma santé est restée stable et en tout cas ça n'impacte aucunement sur l'état de santé du bébé ou de la qualité de ma grossesse. En fait c'est vraiment propre à moi. Donc grossesse parfaite. Voilà, bébé normal, enfin grandit bien, grossit bien. Alors moi, que ce soit pour Lena ou Tizere, j'ai fait des petits formats, donc des bébés de petite taille, de pas très gros poids, mais bon, un poids tout à fait correct. Donc le jour de l'accouchement arrive,
Donc moi mon projet accouchement, que ce soit pour Lena ou Tizere, c'est d'accoucher sans péridurale, donc c'est exactement ce que je souhaitais qui s'est passé, donc vraiment un accouchement merveilleux. Le 30 janvier 2020, voilà que Tizere vient au monde et c'est avec grand bonheur. Donc j'accouche précisément à 17h37 de cette petite merveille, de ce petit bébé en pleine forme, en tout cas en apparence. Donc on me la donne et puis en fait il me semble que c'était au moment des transmissions. Enfin, j'ai... Oui ma chérie. Donc moi en fait j'ai accouché au moment, je crois, enfin vraiment sur la période des transmissions ou changement d'équipe. Donc quand j'ai accouché, je suis restée très longtemps dans la salle d'accouchement. J'ai accouché à 17h37 et je crois environ que je suis rentrée en chambre vers 21h pour vous dire. Et moi dans ce laps de temps, parfois les sages-femmes venaient nous voir, repartaient et j'étais donc avec mon bébé, avec Tizere et mon mari. Et en fait, il y avait déjà à ce moment-là quelque chose qui m'inquiétait. Ça m'inquiétait parce que en fait, je souhaitais la mettre au sein. Parce que j'avais un projet d'allaitement et elle ne prenait pas le sein. Non seulement elle ne prenait pas le sein, mais je la sentais comme fatiguée, désorientée. Bon, après... Vous allez me dire si c'est un bébé qui vient de naître, mais je pense qu'en tant que maman, on a un ressenti, quelque chose en fait. Et donc moi, j'en ai fait part aux sages-femmes à ce moment-là, que j'étais inquiète, que je la trouvais un peu, voilà, un peu hypotonique. Elle voulait pas... En fait, c'est pas qu'elle n'arrivait pas à téter, c'est qu'elle n'ouvrait même pas la bouche en fait pour prendre le sein, alors qu'on dit que d'instinct un bébé quand on le présente, eh bien il ouvre la bouche, mais c'était pas le cas. Et donc à ce moment-là, je me souviens qu'on m'a dit que en fait, y a des bébés, des fois il leur faut plusieurs heures, parfois même 24 heures pour atterrir. Voilà, c'est le terme qu'on m'a donné, donc voilà, pour prendre le sein certainement, je sais pas. Donc écoutez, moi Lena, j'avais accouché 10 ans auparavant de Lena, bon j'acceptais finalement qu'on me dise que c'est peut-être ça qui se passait, mais malgré tout j'avoue quand même j'étais un petit peu, voilà, j'étais pas tout à fait rassurée et ça m'a contrariée en fait que dans ce laps de temps, donc de 17h30 jusqu'à à peu près 21h, que je n'ai pas pu la mettre au sein, qu'elle n'a pas pris en fait. Donc c'est seulement entre 20h et 21h, je sais plus précisément, où elle a fait le test, il me semble, Apgar, un truc comme ça, le test des nouveau-nés. Et a priori, donc elle a réussi le test parfaitement. Voilà, la seule chose qu'ils ont remarqué à ce moment, c'était qu'elle était en hypothermie, en légère hypothermie, pas quelque chose d'affolant. Ils ont mis ça sur le fait qu'on était resté dans la salle d'accouchement, qu'elle n'était pas habillée, sachant qu'elle était contre moi, sous un drap, enfin vraiment bien au chaud contre moi a priori, mais c'était pas suffisant. Donc de là, ils l'ont habillée et puis ils ont vraiment emmailloté, donc avec la gigoteuse plus une couverture par-dessus. Vraiment c'était étonnant de l'emmailloter comme ça et j'ai pas compris sur le moment pourquoi on n'a pas cherché à comprendre pourquoi elle était en hypothermie. Mais bon, après, bravo ma chérie. Après, je remets pas du tout en question voilà, le soin, la qualité des soins, parce que honnêtement, j'ai pas du tout un mauvais souvenir de cet accouchement et de la prise en charge. C'est juste qu'effectivement, avec le recul, je me dis, bon, peut-être que ça aurait été préférable d'essayer de comprendre pourquoi elle était en hypothermie plutôt que de la couvrir, de la surcouvrir, et que finalement, elle ne se réchauffe pas. Donc en fait on gagne notre chambre à ce moment-là, donc mon mari reste avec moi et Lena elle est gardée par sa tata, donc aucun souci. Et puis malgré tout il y avait vraiment quelque chose qui nous embêtait. Enfin je disais à Sidali, mais c'est bizarre quand même que j'arrive pas à l'allaiter, enfin vraiment elle me paraît très fatiguée. Bon lui il me disait écoute ils t'ont dit qu'il fallait patienter, que ça allait rentrer dans l'ordre finalement. Et puis les heures passent et puis par moments je m'en inquiète et puis par d'autres moments je m'en inquiète pas parce que finalement c'est ce qu'on m'a dit, que c'était pas a priori anormal.
Et puis le temps passe jusqu'à peu près 1h30 du matin. Et là donc une auxiliaire de puériculture, je crois qu'on dit ça, rentre dans la chambre, il devait être 1h, 1h30 à peu près, et me demande si j'ai réussi à la mettre au sein et l'allaiter, et je lui dis que pas du tout. Donc de là on essaye ensemble, mais elle remarque elle aussi qu'elle n'ouvre même pas la bouche en fait, elle ne réagit pas plus que ça. Elle est là, elle a les yeux ouverts à ce moment-là, mais elle ne réagit pas en fait. C'est comme si elle ne comprenait pas la situation. Donc de là j'ai dit à l'auxiliaire, écoutez, on va pas l'embêter, on va lui donner un biberon, voilà, pour voir si ça va mieux. Peut-être qu'effectivement elle a quand même passé plusieurs heures sans boire. Donc elle va chercher un biberon et on essaye de lui donner le biberon. Sauf que là, on remarque tous à ce moment-là que quelque chose ne va pas. Parce que d'un bébé, on va dire un peu hypotonique, enfin d'un bébé à moitié endormi, elle va ouvrir d'un coup les yeux. Mais comme si elle était choquée en fait de ce qu'il était en train de se passer. Et là on comprend qu'il y a un malaise en fait. Voilà, elle est en train de faire un malaise. Donc là, l'auxiliaire court avec Tizeri dans les couloirs, l'emmène en salle de réanimation, je pense, dans la partie maternité. Et puis elle reprend rapidement ses émotions. La pédiatre au téléphone de garde de néonat dit que c'est certainement un malaise sur régurgitation. Je ne savais pas que ça existait, mais qu'a priori ça devait être rien de plus. Donc elle peut regagner la chambre. Voilà. Donc je vous épargne les détails. En ce moment-là, nous étions hyper inquiets. On était évidemment près d'elle en pleurs, panique totale. Et on regagne notre chambre avec notre fille. Tout le monde nous quitte et on est là tous les trois, Sidali, moi et puis bébé Tizeri. Hyper. Oui, mais à ce moment-là, ma chérie. Et donc hyper anxieux, hyper angoissé, hyper paniqué, enfin vraiment. Et donc on l'observe et Dieu merci à ce moment-là on l'observait, on n'était pas en train de dormir ou quoi. Et en fait d'un coup, alors qu'elle était a priori endormie, et ben de nouveau elle ouvre grand les yeux, un peu choquée. Et là on comprend qu'en fait elle est de nouveau en train de faire un malaise. Donc mon mari, je me souviens, il l'a prise, c'était une poupée de chiffon à ce moment-là. Il s'est mis à courir dans les couloirs en appelant au secours, donc là tout le monde est arrivé. Il y a eu une petite réanimation, un petit massage de la part des soignants qui étaient présents et elle reprend ses esprits, il recontacte la pédiatre une deuxième fois qui leur dit, et oui, je vous assure, certainement un deuxième malaise sur régurgitation, rien de grave, mais si ça se reproduit, on viendra. Là moi j'étais anéantie, je pleurais, hein, je disais s'il vous plaît gardez-la parce que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Ils essayent de me rassurer, mais je sens que même eux ils sont pas tout à fait convaincus et on regagne une troisième fois notre chambre. À ce moment-là, on laisse la porte ouverte, même les soignants ils sont hyper à l'affût derrière la porte, enfin ils sont hyper inquiets hein, sincèrement. Et ce qui devait arriver arriva une troisième fois, troisième panique générale, elle récupère heureusement. Et là donc la pédiatre de garde de néonat monte avec une couveuse, avec tout ce qu'il fallait, enfin vraiment voilà. Il l'emmenait en néonat à ce moment-là, il devait être 3 h du matin. Et nous, on n'a pas de nouvelles jusqu'à 10 h le lendemain, donc il s'est passé à peu près 7 h. Donc comment vous dire qu'en 7 h, on a très peu dormi, on a beaucoup pleuré, enfin en tout cas moi, hein, parce que je venais d'accoucher, donc j'étais dans tous mes états. Je cherchais à tout prix à avoir des nouvelles, mais je n'en avais pas. Et puis à 10 h, on nous autorise à aller la voir, et là le choc en fait, c'est que moi je descends et je trouve mon petit bébé branché de partout. Avec de l'oxygène, avec une voie centrale au niveau du nombril. On me parle de poser une deuxième voie centrale, donc à ce niveau-là, je pense dans la veine principale. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ça a été compliqué. Donc là, il y avait 2 pédiatres qui s'occupaient d'elle. Donc la pédiatre de garde qui passait finalement le relais au pédiatre de la journée, quoi.
de pédiatre extraordinaire, et il y en a encore un, donc celui qui s'est occupé de Tizéré sur son premier jour de vie, qui suit Tizéré encore aujourd'hui, un pédiatre exceptionnel, vraiment. Je dirais pas qu'il y en a peu des médecins exceptionnels, mais vraiment nous on a beaucoup de chance. Sincèrement, que ce soit pédiatre, elle a 2 pédiatres, Tizéré, les spécialistes qui l'entourent, exceptionnel, vraiment exceptionnel. On est très très bien entouré, et donc il nous explique que donc ça on l'a su qu'après, hein, qu'elle avait fait de nouveau des malaises, donc en fait elle a fait des arrêts cardio-respiratoires. À ce moment-là c'était très 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 compliqué, donc je l'ai su bien après qu'ils ont vraiment eu peur de la perdre à ce moment-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont, alors les termes précis je me souviens pas, mais ils ont fait en sorte de mettre son cerveau en sécurité. Donc elle n'était plus nourrie, elle était nourrie que artificiellement, et en fait on nourrissait que son cerveau, c'était ça le principe. Sauf qu'elle a développé une infection au foie, plus la jaunisse, c'était vraiment très très compliqué. Moi on me dit que voilà, fallait que je tire mon lait, donc je passais mon temps à tirer mon lait. Pour le coup j'avais une production extraordinaire, ça c'est clair. Et puis au bout de 4 jours, en fait, elle se dégradait, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'elle avait. Et on m'annonce, donc à l'hôpital où est-ce que j'ai accouché, il n'y a pas de réanimation. Et donc on m'annonce qu'elle va être transférée en urgence au CHU de Dijon en réanimation. Donc voilà, au bout de 4 jours. Ça a été très compliqué pour nous parce que on était sur un petit cocon, on était vraiment ouais, dans quelque chose qu'on avait tellement idéalisé, enfin vraiment grossesse parfaite, accouchement parfait, tout a basculé, et donc bah voilà, on doit partir comme ça brutalement en réanimation à Dijon. Ça a été compliqué, mais fort heureusement pour Léna, il y avait ma sœur qui jonglait entre son boulot et s'occuper de Léna merveilleusement bien, très bien. Et puis du coup Sidali lâche son travail et nous suit sur Dijon. Alors pour ceux et celles qui connaissent un petit peu Dijon, en fait on ne peut pas dormir sur place, mais il y a une maison d'accueil hospitalière vraiment à côté. Et donc voilà, on dormait dans cette maison d'accueil hospitalière, et puis Tizéré était admis en réanimation. Et il y avait 2 suspicions à ce moment-là de maladies métaboliques et maladies endocriniennes. Donc je vais essayer de la faire un petit peu plus rapide. C'est que donc elle a séjourné d'abord en réanimation, puis ensuite on est passé en soins intensifs parce qu'on avait cerné en fait le problème chez Tizéré. Alors en fait il y avait un déficit hormonal. Elle avait les hormones thyroïdiennes, les hormones surrénales, donc en fait au-dessus des reins, on a 2 reins, et au-dessus il y a des petites glandes qu'on appelle les surrénales, parce qu'elles sont au-dessus des reins, et c'est des glandes productrices d'hormones de stress notamment. Donc en fait voilà, elle était en déficit de plusieurs hormones, donc on savait déjà qu'on allait s'orienter vers plutôt quelque chose de endocrinien. Donc on nous explique ça, mais pour nous c'est vraiment très compliqué, et on nous dit qu'en fait dans cette suspicion de maladie endocrinienne,
eh bien il y a deux choses. Ou bien elle est transitoire, ça veut dire qu'elle va passer dans le temps, ça peut arriver parfois, ou bien elle est définitive et à ce moment-là, il y a tout un protocole de soins à vie. Et pour confirmer ou affirmer ça, il faut faire un IRM un peu spécial. Sauf que, comme je vous ai annoncé dès le début, j'ai accouché le 30 janvier 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Le Covid. Donc ça a vraiment tout chamboulé. Vraiment, ça a été très compliqué. Attention Mimi. Ça a été très compliqué. Donc voilà, lorsqu'on est aux soins intensifs, on a mis en place, enfin les médecins ont mis en place les traitements substitutifs des hormones principales, dont l'hormone thyroïdienne et l'hormone des surrénales. Et elle se porte bien, elle récupère bien, elle maintient mieux sa température, elle bradycarde pas, elle ne tachycarde pas non plus, en tout cas ça s'est arrêté. Voilà, on commence à reprendre une vie, on va dire, un peu plus light. 2 mois d'hospitalisation, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde, sachant que Sidali et moi, on ne l'a pas lâché une seconde. Sidali, il est juste parti quelques jours pour pouvoir passer un petit peu de temps avec Léna. Parce que voilà, elle avait 10 ans à l'époque, c'était pas évident, mais elle comprenait déjà très bien pourquoi on restait là-bas. Moi je ne pouvais pas parce que je tirais mon lait. Donc bon, fin d'hospitalisation, on peut retourner à la maison. Belle lune belle, que cherches-tu là? Je cherche un nuage pour me faire un lit. Je cherche un nuage pour passer la nuit. Belle lune belle, que regardes-tu? Belle lune belle, à qui souris-tu? Je vois dans un rêve, en pyjama bleu, l'enfant de la terre qui ferme les yeux. Bonne nuit la lune sur ton nuage gris. Bonne nuit la lune et à moi aussi. Si tu te réveilles, ne fais pas de bruit, car c'est ton nuage qui me sert d'abri. Bon, sachant que entre temps, on a eu, après les soins intensifs, on a eu un retour en néonate dans l'hôpital qui était proche de chez nous pour 2 semaines, voilà, pour voir si on reprenait bien nos marques, si on comprenait le traitement, si on comprenait les dosages, bon bref. Et là il y a un retour à domicile avec un holter glycémique. C'est un petit appareil qui était posé sur sa cuisse à ce moment là et qui analysait sa glycémie, donc le taux de sucre dans son sang continuellement H24 pour s'assurer qu'elle ne fasse pas d'hypoglycémie, parce que dans sa pathologie en fait elle est susceptible de faire des hypoglycémies. À ce moment-là, elle n'en avait pas fait, donc on a fini par retirer le holter glycémique. En août 2020, on a enfin pu faire ce fameux examen qui est un IRM cérébral, qui a malheureusement pour nous affirmé la maladie. Coucou Tizeri, tu fais coucou? Non. Donc l'IRM a affirmé malheureusement la maladie suspectée, qui est le panhypopituitarisme, ou plus couramment appelé l'interruption de la tige hypophysaire. Qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, en dessous du cerveau, environ à cet endroit-là, voilà, dans ce croisement-là, il y a 2 petites glandes.
La glande qui est la plus haute, environ à cet endroit-là, qui doit être aussi grosse qu'un petit pois, on l'appelle l'hypothalamus. Et la glande qui est juste en dessous, qui doit être la taille d'une lentille, pardon, celle-ci on l'appelle l'hypophyse. Et entre les deux glandes, celle-ci, eh bien il y a la tige hypophysaire. Voilà, c'est une tige qui relie ces deux glandes. Et bien chez Tizeri, elle est interrompue. Donc en fait, elle n'existe pas, tout simplement. Donc celle-ci qui doit être de la taille d'une lentille, donc l'hypophyse, elle est ce qu'on appelle aplasique. Donc du coup, elle est toute plate, elle n'a pas évolué, elle est inexistante. Et ces glandes-là, à quoi elles servent? Elles servent à fabriquer une hormone. Donc l'hypothalamus, c'est un chef, on peut l'imaginer comme le chef d'orchestre. S'il n'y a pas ce chef d'orchestre, aucun instrument fonctionne. Eh bien, c'est ce qui se passe. Lui, il est fonctionnel, mais il ne peut pas transmettre les informations à l'hypophyse puisque la tige n'existe pas. Donc, l'hypophyse, elle ne travaille pas, en fait. Elle est inexistante. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie un signal à l'hypophyse en disant « Il faut fabriquer les hormones pour activer toutes les glandes du corps pour faire fonctionner le corps. » Chez Tizeri, toutes les glandes sont fonctionnelles, elles sont là, elles sont existantes. Mais s'il n'y a rien pour leur dire de travailler, eh bien elles ne travaillent pas. Et donc, nous, on supplémente l'hormone pour la thyroïde. Normalement, si vous voulez, je vous donne un exemple. Normalement, l'hypothalamus dit à l'hypophyse, il faut dire à la thyroïde de fabriquer l'hormone thyroïdienne pour faire grandir le cerveau, c'est à ça qu'elle sert. Donc l'hypophyse doit envoyer une hormone qu'on appelle la TSH. La TSH, elle est synthétisée par la thyroïde et elle est modifiée en T4, T3 libre pour être libérée dans le corps et faire notamment bien grandir le cerveau, avoir un rythme cardiaque qui est constant, une tension artérielle qui se maintient, etc. etc. Tizeri, elle n'a pas tout ça. Donc moi, je supplémente les hormones manquantes. Aujourd'hui, je lui supplémente comme hormone l'hormone thyroïdienne, l'hormone surrénalienne et également l'hormone de croissance. L'hormone sur laquelle nous devons être très studieux, c'est l'hormone des surrénales parce que c'est l'hormone de stress. Bon, tout est dit dans le titre, hein. En fait, c'est que le corps peut subir du stress constamment. Du stress, que ce soit par les perturbateurs endocriniens, il y en a partout, que ce soit par de la fièvre, des microbes, que ce soit par des opérations, des contrôles, des examens à l'école, que ce soit par des bousculades. Vraiment, il y a tout type de stress. Et nous, en fait, en fonction de ce qu'on va rencontrer dans le quotidien, notre rôle, c'est d'ajuster le traitement. Fois 1,5, fois 2, fois 3. C'est un dosage très précis que nous devons donner et ajuster en anticipant éventuellement le stress qu'elle va rencontrer dans la journée. On sait qu'il y a un risque. Le risque, ça s'appelle la décompensation surrénalienne. En fait, elle se sent pas bien, douleur abdominale, vomissement, vertige. C'est quand en fait le stress il était tellement important qu'il n'y a pas eu assez d'hormones pour pallier à ce stress et donc il y a un déficit en hormones brutal et puis il peut se passer des choses dramatiques, perte de connaissance jusqu'au coma et jusqu'au décès, on le sait. Aujourd'hui, je vous en parle avec un peu de légèreté parce que on a 3 ans derrière nous où on a appris à vivre avec, à accepter et je dirais qu'on le vit plutôt bien parce que Tizeri, elle grandit, on lui a appris à reconnaître les signes de fatigue, les signes de mal-être et à les exprimer. Mais en fait, récemment, on a rencontré un nouveau problème. Tizeri, elle est rentrée à l'école en septembre et c'est merveilleux, elle adore ça. Mais elle a rencontré les virus, beaucoup de virus et elle tombe très souvent malade. J'ai remarqué qu'il lui suffit d'un rhume pour faire de la fièvre.
Donc en fait, je suis très stricte avec ça et je fais tout pour la soigner rapidement. Depuis que Tizere a commencé l'école, nous avons rencontré un nouveau problème. Tout d'abord la première qui s'est produite le 27 octobre 2023. Donc je n'avais pas encore lancé ma chaîne à ce moment-là. Mais cette nuit-là, la nuit du 27 octobre, quelque chose de horrible est arrivé pour la première fois, en tout cas pour la première fois depuis le retour à la maison. En pleine nuit, je m'aperçois que Tizere ne va pas bien, mais ne va vraiment pas bien. Et je m'aperçois en fait, je comprends assez rapidement qu'elle est en train de convulser. C'était impressionnant, ça nous a bouleversés, choqués. Et je sais à ce moment-là qu'il faut absolument, impérativement que je lui fasse l'injection d'hydrocortisone. C'est une injection intramusculaire, il y a une préparation à faire juste avant. Mais moi j'avais déjà demandé peut-être 1 an auparavant d'être formée à faire cette injection. Dans l'urgence, on sait qu'il faut le faire et on réfléchit pas. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas réfléchi, je lui ai fait l'injection. Donc entre temps, moi j'étais au téléphone avec le SAMU. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, le 27 octobre, j'ai été incomprise par le médecin régulateur qui croyait qu'elle faisait une convulsion fébrile, c'est-à-dire une convulsion sur fièvre, qui visiblement est sans gravité apparemment, c'est ce que j'ai pu comprendre. Il ne m'a pas envoyé une équipe de SAMU, il m'a envoyé une équipe de pompiers. Tant bien que mal, parce qu'au début il voulait que nous on se présente à l'hôpital, or que Tizere était en train de convulser, donc c'était juste pas possible, donc j'ai insisté. Et quand les pompiers sont arrivés, donc Tizere heureusement allait bien, elle avait récupéré grâce à l'injection d'hydrocortisone en fait. C'est ça qui a stoppé sa convulsion. Et les pompiers n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. Et donc on se rend à l'hôpital le 27 octobre et ils ne veulent pas la prendre en charge parce que ils sont persuadés que c'est une convulsion fébrile, alors qu'il n'y avait pas de température. J'ai pas dit qu'il y avait de la température, ni avant, ni pendant, ni après. Et bon, c'est un problème de compréhension, on va dire ça comme ça, mais ça montre quand même qu'il y a des vrais problèmes. Et moi je sais en fait la maladie de Tizere, les protocoles, j'ai les ordonnances, je sais la gravité de sa pathologie. Et donc je dis, je ne pars pas, je sais qu'elle est en train de faire une décompensation surrénalienne aiguë, enfin elle a convulsé, c'est pas normal en fait. Et le médecin chef de garde de service des urgences qui était au téléphone, donc avec l'interne, parce que c'était un interne qui nous a reçus, a dit qu'on était sortant. J'ai dit, je ne pars pas si on ne fait pas au moins une glycémie capillaire, parce que je savais qu'il y avait forcément une hypoglycémie. Enfin, on a été très formés pour le coup par les spécialistes qui nous entourent sur les dangers, sur les signes. Donc je savais qu'il y avait forcément, enfin s'il y a des compensations surrénaliennes, il y a forcément une hypoglycémie. Elle accepte, l'interne, de faire cette glycémie capillaire et on se rend compte que sur le lecteur il y avait marqué low. Low, ça veut dire qu'en fait on ne pouvait même pas évaluer sa glycémie tellement qu'elle était basse. Donc de là il la resucre, par une solution sucrée par la bouche. Elle va mieux, je finis par lui donner un gâteau que j'avais dans mon sac. Sa glycémie remonte, il me semble, à 1,6 g, quelque chose comme ça. Et puis on nous dit que elle est sortante, voilà, on peut sortir. Je comprends que ça va pas en fait, que la prise en charge ne va pas. Et du coup j'envoie un message à l'endocrinologue, la spécialiste qui suit Tizere pour sa pathologie. Alors je lui dis ce qui s'est passé en fait. Et on décide de prendre, il était 6 h du matin, de prendre la route jusqu'à Dijon. Donc on décide de prendre l'autoroute et de filer au CHU de Dijon pour ce qui s'est passé. Donc elle me rappelle elle m'explique qu'elle est vraiment désolée de la prise en charge, qu'elle comprend pas en fait, elle ne comprend pas la prise en charge, qu'elle prépare les urgences à Dijon et qu'on est attendu.
Donc on arrive assez rapidement et elle est extrêmement bien prise en charge à Dijon. Enfin vraiment super, l'équipe, elle nous attendait, tout a été fait. Pour le coup, les médecins ont juste suspecté que ce soir-là, elle n'avait pas beaucoup mangé. Donc elle n'a pas fait de réserve en glucides, donc avec les féculents. Hein, et donc elle a fait simplement une hypoglycémie parce qu'elle n'avait pas assez mangé. Donc on y croit. Voilà, c'est très impressionnant. On est très inquiet, mais on y croit. On lui pose quand même de nouveau un holter glycémique pour 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, on retire le holter glycémique parce que il n'y a plus besoin et qu'elle va mieux et qu'a priori c'était parce qu'elle n'avait pas suffisamment mangé. Et puis elle a réintégré l'école et elle a continué à tomber malade et les jours, les semaines sont passées et on était de plus en plus à l'aise. Voilà, on avait presque oublié ce qui s'était passé ce soir-là quand malheureusement la nuit du dimanche 3 décembre, il s'est reproduit exactement la même chose. Ce soir-là, j'avais beaucoup de chance, c'est que ma soeur était à la maison, cette nuit-là je veux dire, et mon mari également, parce qu'il travaille de nuit, mais il était de repos cette nuit-là. Il était 5h30 du matin environ, donc moi j'étais dans ma chambre en train de dormir, à Tizere dans la sienne en train de dormir. Mon mari lui était dans le salon parce que c'est difficile quand on travaille de nuit de pouvoir se reposer la nuit. Et voilà, tout le monde dormait en tout cas dans la maison sauf mon mari. Et d'un coup Tizere se met à hurler. Elle a fait un cri de terreur en fait, vraiment. Donc moi je pensais, je me suis précipitée dans sa chambre mais je pensais que simplement elle avait fait un cauchemar. Et je pose mes mains sur elle, donc il faisait noir, donc du coup je la voyais pas, mais je pose mes mains sur elle pour l'apaiser en lui parlant, sauf que je me rends compte que de nouveau le cauchemar recommence. Je sens qu'elle convulse, je comprends tout de suite. Donc là moi j'avais un lecteur glycémique avec des bandelettes à la maison, je crie, elle est en train de convulser. Mon mari, ma soeur, tout le monde se précipite. Je mets une bandelette dans le lecteur, je pique, je prends sa glycémie, de nouveau low. Donc là je comprends que l'urgence vitale recommence finalement. Sauf que moi, de sa première convulsion, de sa première hypoglycémie sévère, je n'avais rien pour la resucrer parce qu'on ne pensait pas que ça allait être quelque chose qui allait se réitérer. Moi, je cours de mon côté chercher de quoi lui faire l'injection d'urgence. Ma soeur court préparer de l'eau avec du sucre pour essayer de la resucrer parce qu'on sait qu'il faut absolument la resucrer au plus vite. Sauf que la convulsion de Tizere, elle était très impressionnante cette fois-ci. Elle a été profonde. Alors j'en parle avec détachement parce qu'aujourd'hui je suis rassurée, parce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment pleuré. Cette peur en fait que ça se reproduise, donc je peux en parler avec détachement. Cette convulsion a duré en tout 13 minutes, ce qui est juste insoutenable. Elle a été, ça a été une convulsion profonde. Elle a même arrêté de respirer à un moment donné, elle a bleui, quand elle a repris sa respiration, c'était une respiration très rauque, comme si quelque chose la gênait. Donc moi, entre-temps, je prépare l'injection d'urgence. Sidali et ma soeur tentent de la resucrer parce que de toute façon, même si c'est pas bien de resucrer de façon orale, hein, donc avec une seringue, il n'y avait pas le choix en fait. On n'avait que ça. On savait qu'il fallait faire quelque chose. Donc moi entre-temps je suis au téléphone avec le SAMU. Cette fois-ci le médecin régulateur du SAMU comprend l'urgence tout de suite. Il m'a tout de suite dépêché donc un SMUR et une ambulance de SAMU. Donc il y avait une ambulance de réanimation et une ambulance de SAMU avec une pédiatre exceptionnelle. Donc entre temps, moi je récupère ma petite crevette qui est toute fatiguée. Mon chat. Donc le médecin du SAMU arrive
très vite, même si c'est passé quand même 13 minutes. Alors comment je sais qu'il s'est passé 13 minutes? Parce que quand j'ai pris sa glycémie capillaire, en fait le boîtier il enregistre l'heure à laquelle la glycémie a été prise. Et en fait j'ai raccroché avec le médecin régulateur au moment où la convulsion s'est arrêtée, donc au moment où j'ai fait l'injection d'hydrocortisone, donc l'hormone de stress. Et quand j'ai tout simplement pris l'heure à laquelle j'ai pris la glycémie, sachant que la convulsion avait déjà commencé un petit peu, hein, et l'heure à laquelle j'ai raccroché avec le médecin régulateur, et donc entre temps il s'est passé 13 minutes. Voilà. Donc il lui pose tout de suite un cathéter avec une solution resucrante et appelle Dijon par contre pour savoir la bonne prise en charge, s'il fallait l'emmener à Dijon ou bien si on pouvait l'admettre à l'hôpital de près de chez moi en fait. Donc ils donnent leur aval, on a été extrêmement bien pris en charge. Vraiment du début à la fin, donc Tizeri a été hospitalisée évidemment. Donc de nouveau des examens ont été faits et la conclusion, on en est arrivé, c'est qu'en fait dans la pathologie rare de Tizeri, l'interruption de la tige hypophysaire, elle a un fait rare, elle ne maintient pas sa glycémie. En fait sa glycémie elle est tout le temps consommée et très vivement consommée puisque avec un dosage hormonal équilibré, voilà, à un dosage normal, eh bien elle ne tient pas sa glycémie et elle n'a pas suffisamment d'hormones contre-régulateurs de la glycémie, donc l'hormone de stress notamment et l'hormone de croissance. Elles ont pour vertu de faire remonter la glycémie, c'est ce qu'on appelle une hormone de contre-régulation de la glycémie. Eh bien ça ne suffit pas, un dosage équilibré de ces hormones là ne suffisent pas pour maintenir sa glycémie. Et on a revu ensemble avec l'endocrinologue pour réajuster les dosages d'abord hormonaux, cette fois-ci sont plafonnés au maximum pour éviter que ça se reproduise, et sur le plan alimentaire puisque maintenant chaque soir Tizeri doit manger exclusivement des féculents, 6 g de maïzena cru en systématique. Également, on a de nouveau fait une pause de holter glycémique qui est posée donc sur son bras, voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Donc en fait, on a un lecteur glycémique qui est comme ça, en appuyant sur le petit bouton, voilà, on nous dit scanner le capteur, je le passe sur le capteur. Et voilà, ça me donne sa valeur glycémique qui est de 0,84 à ce moment-là. Mais pas seulement en fait, j'ai donc investi dans un téléphone, voilà, un petit téléphone tout choupinou, voilà. Et ça, en fait, c'est le téléphone de Tizeri où il y a également des applications d'installer. Il y a de nouveau, donc il y a des applications d'installer. Exactement les mêmes qu'un lecteur glycémique basique. Et donc là, cette fois-ci, ça transmet sur nos téléphones, également sur le réseau du service diabétologie au CHU de Dijon et à l'endocrinologue. On est également mieux équipé. Cette fois-ci, on a un médicament qui va servir à resucrer rapidement si ça se reproduit et pas par voie orale, mais par voie nasale. C'est comme un spray en fait, unidose. C'est un médicament qui va resucrer mais d'un coup. Autre médicament qui lui sert à arrêter la convulsion. Donc normalement c'est prescrit pour les personnes épileptiques, mais dans de rares cas c'est également prescrit pour les personnes qui font des convulsions sévères. Aujourd'hui, comment ça va? Mais écoutez, Tizeri ça va, mais elle ne peut pas regagner l'école pour l'instant. Elle va devoir patienter jusqu'au retour de l'école après les vacances de Noël. Bon, je suis quand même en relation avec la maîtresse qui est exceptionnelle, pour lequel elle a accepté que l'on vienne 4 fois, des petites demi-heures pour que Tizeri puisse profiter des moments forts à l'école, notamment la venue du Père Noël ou bien la dégustation de gâteaux à la crème de marron, enfin bon voilà, donc ça c'est super parce que Tizeri est très en demande de l'école.
pas facile pour elle, mais c'est hyper important tout de même qu'elle puisse rester à la maison et qu'on reprenne nos repères et nos marques avec tout ça. Et écoutez, on avance doucement, on avance prudemment et on prend nos marques. Voilà ce qui s'est passé le fameux dimanche 3 décembre. Donc écoutez, je pense que cette vidéo a assez duré. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires pour vous, que cette vidéo n'a pas été très ennuyante. Pardonnez-moi si c'est le cas et j'espère qu'en tout cas vous allez continuer à me suivre et à attendre des prochains vlogs qui seront, je l'espère, beaucoup plus joyeuses que cette vidéo et beaucoup moins ennuyantes certainement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment. La santé, c'est important. Et à très vite, cette fois-ci pour un nouveau vlog. Bisous, bye bye.